Voilà. Salut à tous, salut mon ami Gringo, bienvenue sur Africa Power, la chaîne 100% africaine binationaux qui a envie de mettre en valeur des talents africains, nés en Afrique, des talents binationaux, nés en Europe, mais d'origine africaine. Gringo, comment ça va aujourd'hui? Ouais, très bien, avec une rumeur qui est très, très intéressante pour l'OM et pour le foot africain. On les aime celles-là, on les aime ce genre de rumeurs-là, ces petites pépites-là. En plus, on va essayer de vous faire un maximum de pépites, les Top Africa, ce qu'on a appelé Top Africa, Top Talent. Il y a vraiment énormément de potentiel en Afrique, Ringo, avec des joueurs parfois en formation, en post-formation. Et Marseille a une histoire un peu, on va parler un peu de l'OM aujourd'hui, notre ville, notre club que l'on aime. On va parler d'un joueur, d'un top talent, d'un jeune joueur, Ismaël Koné. C'est la rumeur du jour. Ismaël Koné, c'est un jeune joueur canadien de 22 ans, avec un beau bébé, 1m88, 76 kg, qui est né en Côte d'Ivoire, mais qui est binational, qui joue avec la sélection canadienne, qui arrive au Canada à l'âge de 7 ans, qui joue à Watford actuellement et qui joue milieu, allez, j'ai marqué milieu central, mais j'ai envie de dire milieu, pour ceux qui aiment les numéros, pour les anciens, numéro 8. Pour ceux qui jouent à FIFA et à FUT, on va dire c'est un milieu central, un milieu récupérateur, un milieu box-to-box, un milieu relayeur. Sa valeur marchande aujourd'hui, elle est estimée à entre 11 et 12 millions d'euros. Il a un contrat qui se termine au 30 juin 2027. Et il y a pas mal de clubs qui le suivent, notamment des clubs importants comme l'AS Roma et comme West Ham. Et selon les informations que l'on a pu entendre sur l'équipe et sur d'autres médias, notamment avec Santi, c'est que l'OM serait en forte position pour s'accaparer ce petit joyau, donc qui passerait devant l'AS Roma et West Ham. C'est quelque chose d'important. Donc on avait envie de vous présenter un petit peu l'ascension fulgurante de ce jeune joueur, parce que là, Naïm, on est vraiment sur un profil qui a une ascension incroyable. Ah, c'est impressionnant. On a de temps en temps ce genre d'histoire. Mais là, c'est vraiment en accéléré. La meilleure stat qui l'illustre, c'est le fait qu'en 2021, il était encore amateur et que quand il arrive en MLS, son premier match, c'est un match de Ligue des Champions où il marque, où il permet à son équipe de se qualifier avec une victoire 3-0. Et donc derrière, on le voit là sur les stats, il a enchaîné très rapidement sa première saison en MLS, donc il fait 26 matchs, dont 18 titularisations. Il a une première fenêtre de départ en Angleterre. Il y a Norwich et Sheffield United qui étaient intéressés à l'été 2022. Finalement, il reste pour partir 6 mois plus tard à Watford. Là aussi, on le voit dès la première moitié de saison, 13 titularisations sur 16 matchs. Et l'année dernière, une saison bien remplie pour un aussi jeune joueur qui a en plus joué la Coupe du Monde. Quelques mois seulement après avoir été professionnel. Il est rentré dans les 3 matchs de Coupe du Monde au Qatar et la Ligue des Nations où il a fait une finale avec le Canada contre les États-Unis. C'est quand même assez impressionnant comme c'est assez exceptionnel. C'est-à-dire que le jeune joueur qui est à Saint-Laurent, un club de la banlieue de Montréal, et qui est amateur, 1 an plus tard, il enchaîne une Coupe du Monde. Je crois qu'il faudrait se rendre compte de la. Alors, probablement que c'est quelque chose d'important. Naïm, quelque chose d'important pour la direction de l'Olympique de Marseille et pour De Zerbi sur la gestion du stress, sur la gestion de passer les étapes rapidement et d'absorber la pression, parce que première titularisation professionnelle en Ligue des Champions face à un club mexicain marqué sur sa première titularisation. Et on l'a vu dans ses interviews, c'est un jeune joueur qui a une extrême confiance en lui. On le sent, il a vraiment des idées bien précises d'où il veut aller. C'est un joueur qui veut tutoyer les plus hauts sommets. En tout cas, il n'a pas le temps. En tout cas, pour l'instant, il est largement en avance sur son temps dans les temps de passage. Mais maintenant, le plus difficile, j'ai envie de dire, s'il venait à arriver à l'OM, le plus difficile commence, parce qu'on sait que c'est l'étape la plus compliquée de toutes. Mais il rejoindra peut-être un joueur qu'il a côtoyé du côté de Watford, avec diverses fortunes à Marseille, ou peut-être qu'il va le croiser à Marseille, Ismaïl Assar. Ces joueurs ont évolué ensemble en Championship. Et j'avais noté une déclaration d'Ismaël Koné qui était très surpris quand il arrivait en Championship par rapport au football de la canadien et de la Major League Soccer. Il disait « J'étais surpris par le peu
de tactique en Championship. Il y a énormément de duels, ça on le sait, comme la Ligue 1. Il y a énormément d'impact, ça on le sait, comme la Ligue 1. Ça, c'est pas quelque chose qui lui pose problème, vu le gabarit. Mais il était assez choqué de voir que le jeu au sol, de construction, je pars de derrière, voilà, j'ai le temps de chercher un joueur, de faire des redoublements de passes. C'est pas du tout quelque chose qu'il a retrouvé en Championship. Oui, clairement, de ce qu'on comprend de cette déclaration-là, c'est que ça jouait pas trop au ballon. J'ai pas osé le dire. Ouais. Il est arrivé, j'ai dit c'était dégueulasse. C'est exactement ça, c'était que du duel. On sent que de ce qu'on a vu, on sent vraiment que c'est un joueur qui aime tuer le ballon, qui aime trouver les espaces. On l'a vu faire des passes dans l'intervalle assez exceptionnelles. Donc oui, je ne suis pas surpris par cette déclaration-là, mais encore une fois, ça va encore monter d'un cran. Alors peut-être pas dans ce qui est impact physique. Je ne pense pas que l'impact physique en soi soit supérieur en Ligue 1 à la Championship. Mais par contre, en termes de niveau, on va quand même encore monter d'un cran pour lui, en particulier en jouant à l'OM. On le sait, que l'OM fait un championnat différent des autres. Ouais, bien sûr. Donc, on va voir s'il va En tout cas, encore élever son niveau. Et il va devoir élever son niveau. Et on le voit, on a fait un petit zoom sur sa heatmap. Vous avez pas mal sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de scouts qui se sont mis sur son cas. Et il y en a pas mal qui parlent d'Ismaël Koné depuis pas mal d'années quand même. Hein. On pense à Kevin Nieto sur Twitter et sur l'équipe, qui faisait un jour une pépite pour la Coupe du Monde. Et il avait fait un focus sur le joueur déjà, à la Coupe du Monde. Hein. Et c'est vrai que sur ce focus-là, on voit sur le terrain que c'est un joueur qui parcourt pas mal de kilomètres et qui est aussi à l'aise à la récupération du ballon, aller demander le ballon assez bas et qui aime bien finir les actions. Oui, on voit qu'il couvre beaucoup de terrain. Moi, c'est un joueur, je l'avais vu à la Coupe du Monde, mais sans qu'il me tape à l'œil réellement. Et c'est vraiment là, récemment, dans le match contre l'équipe de France, où j'ai vu que lui, en fait, sur le terrain. Je me suis dit, mais qui c'est ce joueur? Donc, on sent que c'est un joueur qui est encore sûrement très irrégulier. C'est normal, il est jeune, il a une ascension rapide et c'est compliqué à assimiler. Mais de ce que j'ai vu du match contre la France, ça se reflète bien sur cette statistique. Il était partout, à la récupération, à la construction, à la percussion. Il était capable de sortir les ballons propres sous le pressing, de jouer long, de jouer court. Et en plus, du coup, après, quand on a commencé à l'étudier, on s'est rendu compte qu'en plus, il avait une frappe de balle qui n'était pas mauvaise, qui est un petit peu ce qui nous manque à l'Olympique de Marseille. C'est un euphémisme, je pense, de dire ça. On va dire que c'est peut-être l'un des plus gros problèmes de la saison de l'Olympique de Marseille. Mais je me méfie, moi, des joueurs qui ont des grosses frappes de balle, parce qu'ils les ont dans les autres clubs. Ils arrivent à l'OM, la frappe de balle, d'un coup, se dégonfle. Je pense à Malinowski, je pense à pas mal, même à Gerson, etc., qui avaient des golassos monstrueux dans leur championnat et qu'ils arrivent en Ligue 1. Il n'y a pas le même temps de préparation de frappe, il n'y a pas le même temps de réaction des défenseurs aussi sur les frappes de balle. Et c'est vrai que ça demande quand même une fraîcheur mentale pour se mettre en position de frappe et avoir les jambes aussi pour pouvoir ensuite allumer. Mais c'est sûr qu'on est dépourvu aujourd'hui, que ce soit Kondogbia, que ce soit Amin Harit, que ce soit finalement même Aubameyang, hormis Aziz Ounahi qui a marqué des buts de l'extérieur sur beaucoup de tentatives. Finalement, on a très peu de joueurs capables de frapper fort. Oui, c'est clairement un des plus gros problèmes, parce qu'en plus, on sait que la plupart des équipes nous attendent, jouent bas, laissent peu d'espace. Donc, une des solutions, c'est souvent la frappe de loin. Et on voit qu'on n'avait pas les joueurs qui avaient cette capacité, mais on a eu les opportunités cette année quand même. Et elles ont souvent été ratées. Et quand on dit loin, ce n'est pas en plus forcément à la sortie de la surface. Hein. Parfois, c'est aux 15 mètres à la conclusion d'une action. On en a beaucoup en tête. On pense à celle d'Harit contre Lens, par exemple. Des occasions qui auraient changé beaucoup de choses en plus dans une saison. Et lui, justement, tu disais, et à juste titre, ce qui est dur à l'OM et en France, c'est le peu de temps qu'il y a pour te mettre en situation et la vitesse qu'il faut pour enchaîner. Vitesse d'enchaînement qui manquait beaucoup à Malinowski, par exemple, alors qu'il avait une très grosse frappe de balle. Et lui, c'est ce qu'on voit. On voit qu'il est vif sur les premiers appuis, qu'il est capable, sur une bonne prise de balle, de se mettre en position de tir. Donc, il a en tout cas, il semble avoir les caractéristiques pour réussir. Il y a cette notion, moi, j'apporte énormément d'importance, nous, en tant que simple amateur de football, et je sais que De Zerbi aussi, il a un œil très, très attentif sur ça, c'est sur l'orientation du corps sur la prise de balle. Ça, pour moi, c'est des choses qui sont souvent passées sous silence par les différents observateurs, mais l'orientation du corps sur la prise de balle, notamment dans le double pivot que recherche De Zerbi,
Après, on viendra un peu à discuter d'un peu de comment De Zerbi va l'utiliser et quelle est la formation idéale de De Zerbi. Mais ce qu'on a pu voir sur les différents statistiques et même sur les différents résumés d'Ismaël Koné, c'est qu'aujourd'hui, il a une orientation pied gauche, pied droit. Il n'a aucun problème sur le pied gauche et le pied droit sur ses prises de balles. On l'a vu contre l'équipe de France, sorti sous pressing, il n'a pas eu énormément de problèmes. Donc, c'est un énorme avantage pour le coach d'avoir un joueur qui est capable, au milieu de terrain, de subir le pressing, sachant que dans le système de De Zerbi, le 4-2-3-1, qui peut même se transformer en 3-3-3-1, un peu comme l'époque de Bielsa, en fonction des équipes qu'il a affrontées, c'est un joueur qui est totalement adapté au système de De Zerbi. Oui, sur les prises de balles et sur l'orientation du jeu. On l'a vu faire des transversales pied gauche qui arrivaient parfaitement dans la course. C'est très intéressant. En fait, il a vraiment, sur ce qu'on a pu voir, parce que du coup, on a essayé de l'étudier un maximum à travers les vidéos. On sait que les vidéos t'apportent du positif, mais une vision aussi restreinte, parce qu'on sort justement que le positif des vidéos. Mais il a quelque chose qui semble très intéressant, c'est vraiment la faculté à la sortie de la percussion, à la sortie du dribble, de donner un bon ballon. Et ça, je pense que ça a énormément manqué à l'OM cette année, où on a quand même des joueurs qui réussissent des percussions. Harit, je pense que c'est le meilleur exemple. Même Ndiaye, dans ses bons jours, il réussit des très bonnes percussions, mais au moment de donner le bon ballon dans l'intervalle, dans le bon timing, c'est là qu'il y avait une défaillance. Et lui, il a l'air très intéressant là-dessus. Je l'ai vu plusieurs fois. Voilà, après un dribble, après une bonne prise de balle, après une percussion, donner un bon ballon dans l'intervalle, dans la course. Et ça, c'est vrai. Si ça s'avère, s'il arrive à le rééditer à l'OM, c'est vraiment ce qui nous a manqué cette année. Ouais, c'est ce qui nous a manqué. Et on parlait de Kevin Nieto, le scout de l'équipe, qui le comparait. Bien évidemment, on aime les comparatifs et les superlatifs, qui le comparait physiquement et même dans la qualité technique du joueur, qui le comparait à Yaya Touré dans le profil. Donc, grand gabarit, à l'aise des deux pieds, puissant, véloce, capable de faire des changements de rythme. On a eu l'opportunité, toi et moi, on n'a pas réussi à tenir très longtemps, on a réussi à tenir jusqu'à la mi-temps. On a eu la chance de voir le mauvais Ismaël Koné. Donc, hier, le match face au Pérou, les 20 premières minutes, s'il fait ses 20 premières minutes à l'OM, au démarrage, je préfère prévenir toute la toile Twitter. Il va passer de « vous nous l'avez vendu comme Yaya Touré » et en fait, c'est le cousin de Kondogbia. Ah, c'est sûr. Bon, après, ça a été plus large que ça. Le Canada a fait une première mi-temps atroce. Clairement, ce n'était pas le problème de Koné, mais la réalité, c'est effectivement que dans cette première mi-temps, il a pas été bon, il a été un peu nonchalant. Il a touché très peu de ballons. Pour être honnête, on ne peut pas dire qu'il a été catastrophique, que tous les ballons qu'il a touchés, il les a perdus, mais il n'a pas été bon. Et il n'a pas été bon à l'image de son équipe. Donc clairement, c'est ce que tu dis. On sait que la patience, malheureusement, c'est pas la version première des supporters de l'OM. J'espère que ça va un peu changer cette année, puisque justement, c'est tout l'objectif de De Zerbi, c'est d'avoir un projet sur du long terme, sur 3 ans. Et donc, j'espère que si l'équipe ou Koné, dès les premiers matchs, ne réussissent pas, on sera un peu plus indulgent. Mais on sait que ce n'est pas un joueur qui est top mondial à l'heure actuelle. C'est pas un joueur fini. C'est pas un joueur fini. C'est une promesse, mais de ce qu'on voit, que ce soit dans la frappe, dans les prises de balles, dans l'orientation du jeu, le potentiel est clairement là. Et faire ce qu'il a fait contre la France, c'est pas donné à tout le monde. Parce que réussir à résister au milieu français physiquement, je pense qu'il y a très peu de joueurs qui arrivent à le faire. Non, et tu vois, on aime bien sur Africa Power, quand on fait une présentation d'un joueur, on aime bien entendre un petit peu ceux qui parlent du joueur, notamment, là, c'était le sélectionneur intérimaire Mauro Biello, c'était à la sortie d'un match, et il expliquait ce qu'on a un peu retrouvé hier. Là, il était dans le bon, donc il est plus alerte dans le jeu, il commence à avoir les situations autour de lui, sont des choses qu'on voulait faire progresser dans son cas. Tu vois que techniquement, il est très fort. Et dans sa jeunesse, les gens qui le regardaient jouer, c'était un joueur qui jouait au milieu offensif dans sa jeunesse, et il aimait comme profil de joueur Kevin De Bruyne. Tu vois, on n'est plus sur le joueur qui cherchait la dernière passe. Moi, il me fait vraiment penser, sur ce que j'ai vu hier, bien évidemment, et ce qu'on a vu un peu sur les vidéos, il me fait penser, il y a du Gerson. Quand je dis il y a du Gerson, c'est dans le côté un peu beau avoir joué, mais qui peut se regarder parfois jouer aussi, qui prend un peu son temps, qui pense qu'il est tout seul sur le terrain. Et ça, en Ligue 1, et je ne vais même pas dire en Ligue 1, avec De Zerbi, je pense que
il risque de se prendre quelques gifles. Parce que c'est vraiment pas du tout ce que recherche De Zerbi. Ouais, c'est vrai, mais justement, il y a 2 choses. Déjà, il est quand même, je trouve, plus vif sur les premiers appuis que pouvait l'être Gerson. Justement, c'est ce qui avait posé beaucoup de problèmes à Gerson, hein, les premiers mois. C'est, ce manque de vivacité, le fait de jouer un peu arrêté. Mais et surtout, en fait, c'est ce que tu as dit, c'est d'un côté, oui, avec De Zerbi, ça passera et justement, avec De Zerbi, ça passera pas. Il est avec le meilleur entraîneur, je pense, pour développer, son potentiel, c'est-à-dire corriger ce qui semble être, un de ses principaux défauts, d'être un peu nonchalant par moment et comme tu disais, de se regarder jouer. Ça, on sait qu'avec De Zerbi, ça passera pas et c'est une des forces en plus que va avoir l'OM cette année quand même, c'est d'avoir un entraîneur qui risque de tirer le maximum de ses joueurs comme ont pu le faire Bielsa et Tudor avant. C'est-à-dire que les joueurs qui vont adhérer à la méthode de Zerbi, qui vont avoir la force de caractère et le professionnalisme vraiment d'aller chercher le meilleur d'eux-mêmes et de pousser au maximum, ils vont énormément progresser. Et pour ça, mais après, chacun a son plafond de verre. Et c'est pour ça qu'il faut des joueurs à fort potentiel avec ce genre d'entraîneur. Je pense qu'avec Koné, on rentre totalement Il dans ce faut des cadre. joueurs à fort potentiel et il faut des joueurs aussi de caractère. Exactement. Et là, je pense qu'on tombe sur un joueur, un peu comme Gerson aussi, hein, je reviens souvent à Gerson parce que il m'a vraiment fait penser à lui dans les qualités, même ce qu'on voyait de Gerson au Brésil. Hein. Dans une interview, faut savoir que c'est un joueur qui est très proche de sa mère aussi, et il n'a pas hésité, il dit, je veux pas jouer, parce qu'on lui dit, c'est quoi ton style de jeu? Sa réponse, elle est zlatanesque. C'est-à-dire, je ne veux pas jouer comme les autres, je veux jouer comme Ismaël Koné. Et ça montre déjà de un, euh, la confiance du joueur en ses qualités. Et il le répète dans les différentes interviews. J'ai dit à ma mère, il parle souvent de sa mère parce que dans son histoire, c'est un jeune joueur qui a quitté la Côte d'Ivoire pour des raisons politiques, malheureusement. Pendant la guerre, ils ont fui la Côte d'Ivoire pour arriver au Canada. Et même la petite anecdote, c'est que sa famille ivoirienne, parce que là, on est vraiment sur un Ivoirien né en Côte d'Ivoire, on ne parle pas de binationaux qui est né au Canada, qui a des origines ivoiriennes. Là, c'est vraiment quelqu'un qui parle parfaitement le français et qui maîtrise la culture locale. Et sa famille lui a un peu reproché en disant comment tu peux choisir la sélection canadienne alors que pour nous, tu es un enfant d'Abidjan. C'est un choix difficile quand même, non je trouve que c'est un choix très très difficile pour un jeune joueur qui est né dans son pays d'origine et qui est accueilli par le Canada et qui veut rendre au Canada quelque part ce que le Canada lui a donné. C'est l'éternel débat. Moi, j'y vois aucun inconvénient dans les 2 cas. Je comprends totalement qu'on puisse vouloir jouer pour son pays d'origine, pour ses racines, comme je comprends totalement qu'on puisse jouer pour son pays d'adoption, encore plus dans son cas à lui, c'est-à-dire dans un pays qui lui a peut-être sauvé la vie, à lui et à sa maman. Donc je comprends les 2 côtés, ça me pose aucun problème. Par contre, ce qui est certain, c'est que quand on a un parcours de vie pareil, en règle générale, on a une envie qui est décuplée. Et on a une rage de vaincre et une envie de réussir largement supérieure. Hein. C'est à la banlieusarde de Kerry James, hein, 2 fois plus d'énergie, 2 fois plus d'envie. Et donc, ben, clairement, ça rentre dans ce que tu disais. C'est joueur de caractère, joueur qui va sûrement tout donner pour accéder à ses objectifs. Donc, maintenant, si on se demande ce sera une bonne recrue, personne ne dit l'avenir, mais est-ce que c'est le bon profil? Oui, pour moi, clairement, totalement. Oui, c'est un profil qui reste dans les finances de Marseille. On voit vraiment pour revenir un peu sur l'OM, sur les profils, c'est l'OM Africa, encore une fois, hein, parce que ce soit Ismaël Koné, que ce soit le jeune Belloumi aussi, l'Algérien, sur lequel l'Olympique de Marseille est, que ce soit Lilian Brassier, on est clairement sur des profils, alors notamment sur les deux, sur Koné et sur Brassier, très athlétiques, avec beaucoup d'impact. Ça veut dire que, et là c'est un point important, et on clôturera là-dessus, ça veut dire que De Zerbi a déjà pris la dimension athlétique du championnat. Parce qu'il cible des profils qui ne sont pas espagnols, portugais, avec des joueurs de gabarit fins et légers, exclusivement techniques. On est vraiment sur du profil athlétique. Hein. Ouais, quand on voit le dernier match contre Reims, où on perd la qualification, hein, clairement, la qualification, on la perd à l'avant-dernière journée et pas à la dernière journée avec la victoire contre Le Havre. Quand on voit ce match contre Reims, on a vu quand même un déficit dans ce domaine. On a vu qu'on s'était fait marcher dessus physiquement. Je pense que c'est quelque chose que Pablo Longoria veut corriger. Et aussi, tout simplement, peut-être que le style de Zerbi est très énergivore.
et qui va nécessiter ce genre de profil. De toute façon, pour moi, à l'OM, en défense, tu es obligé d'avoir des profils comme Racier et Balerdi, capables de couvrir beaucoup d'espace dans la profondeur, parce que peu importe ton entraîneur, tu vas être amené à dominer les matchs, tu vas être amené à jouer haut à un moment donné, parce que les équipes viennent jouer bas et défendre très bas pour défendre. Donc, pour moi, Brassier, Balerdi, tu es obligé d'avoir ces profils-là. Et après, forcément, ça réduit les espaces au milieu de terrain. Donc, il y a souvent beaucoup de duels et il faut être costaud. Il faut être costaud pour les récupérer. C'est pour ça que c'est dur à l'Olympique de Marseille, parce que ça demande trop de qualité. Il faut des qualités athlétiques pour répondre à ce défi physique. Et il faut aussi des qualités techniques pour réussir à déplacer ces blocs bas. Donc, c'est très compliqué. Un joueur comme Ismaël Koné a toutes les qualités pour. Clairement, il a les qualités techniques, il a le gabarit physique, sachant qu'il est encore très jeune, qui risque de prendre une autre dimension physique. Hein. On a vu que le Yaya Touré, qu'on voyait jouer à l'Olympiakos, faisait 10 kilos de moins que celui qui a explosé à Manchester City. Donc voilà, c'est un bon profil, ça me plaît énormément. Hein. Moi, après le match contre la France, je t'avais écrit de suite en disant qui c'est ce joueur. Donc s'il arrive à reproduire ce genre de performance-là, je pense qu'on a tout bon joueur à l'OM. En tout cas, voilà, concernant Ismaël Koné, on voulait un peu vous présenter le joueur. Et sur Africa Power, notre objectif avec Naïm et moi, la chaîne se lance à peine. On va vous présenter régulièrement des petites pépites africaines et binationaux, parce qu'on est convaincu que ce sont les meilleurs joueurs du monde. Et parce qu'on est aussi, nous aussi, binationaux. Et parce que surtout, il y a du talent vraiment extraordinaire du côté de l'Afrique et qui voyage aujourd'hui. Et qui peuvent demain être des talents extraordinaires. Et on a hâte de vous présenter énormément de pépites chaque semaine. Et ça va égayer un petit peu votre envie de découvrir un peu des jeunes joueurs. Et ça vous permettra de faire les experts sur Twitter et de les proposer. On se dit à très bientôt, Naïm. À bientôt. Allez, bonne journée à tous.